Je suis ravi de vous retrouver cette année pour la deuxième semaine de l'expertise, après l'année dernière. Et aujourd'hui, ce midi, j'avais proposé donc comme thématique d'échanger, de partager avec vous quelques informations concernant les produits phytosanitaires au regard de quelques réglementations qui évoluent et pour mesurer l'impact que ça peut avoir dans vos pratiques à la fois techniques mais aussi administratives. Donc, on va passer en revue un certain nombre de points qui sont en lien avec les produits phytosanitaires. Je vous propose dans ce propos-là d'aborder 4 points. Le premier point, c'est l'indicateur de fréquence de traitement pour le définir et augmenter sa compréhension actuelle. Le deuxième point sera relatif aux zones de non-traitement qui sont apparues et qui ont été dans l'actualité récemment. Et puis, on abordera donc en troisième point la question du fameux CSP, le Conseil stratégique phytosanitaire. Et en dernier point, je ferai un panorama assez rapide des leviers qui existent pour diminuer l'usage des produits phytosanitaires pour être en conformité avec les objectifs que s'est donné la France sur ce sujet. Alors, le premier point, qu'est-ce que c'est que l'IFT ? Alors, l'IFT, c'est un acronyme pour désigner l'indicateur de fréquence de traitement. C'est un chiffre qui permet de traduire l'intensité de l'utilisation de produits phytosanitaires dans une exploitation. Et on va voir un petit peu comment ça se produit, etc. C'est calculé à partir de vos pratiques concrètes, par parcelle. Et ensuite, on fait une analyse par culture pour favoriser un petit peu la lecture de ces indicateurs au cours d'une même campagne. À partir de ce chiffre-là, on va quand même avoir une approche, pour ce chiffre-là, on va avoir une approche un peu plus détaillée puisqu'on va travailler sur les herbicides, les fongicides, les insecticides et certains produits de biocontrôle. Et donc, on va séparer la partie herbicide de la partie hors herbicide. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc, cet IFT, c'est un chiffre qui ne sort pas du chapeau de Littoral Normand, qui a une existence tout à fait officielle, puisque le schéma que je vous propose au tableau ici, ou en tout cas à l'écran ici, sort du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il a été proposé dans une publication en 2019. Donc, un indicateur de fréquence de traitement, c'est quoi? C'est la comparaison entre la dose que vous appliquez sur votre parcelle et sur votre culture. Cette dose, elle est comparée à la dose de référence. En clair, si vous avez un produit qui est autorisé à 2 litres par hectare et que vous en appliquez 0,5 litres parce que la pression des herbages la pression des mauvaises herbes n'est pas très forte, eh bien vous avez un rapport de 0,5 sur 2, donc un IFT qui sera de 0,25. Et cet IFT, il va être pondéré, et c'est la deuxième partie de cette multiplication, il va être pondéré par des questions de surface. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il y a des surfaces qui ne sont pas traitées ou qui ne sont pas traitables et qui donc rendent la zone de traitement inférieure à ou égale à la surface totale de la parcelle. Donc l'IFT, ce sera bien un produit entre la dose appliquée comparée à la dose de référence d'un côté et la surface traitée comparée à la surface de la parcelle, la surface totale. C'est un sujet suffisamment important et sérieux et normé pour que le ministère de l'Agriculture ait d'ailleurs développé un site sur lequel vous pouvez en toute liberté calculer votre IFT en décrivant vos pratiques sur le site. Alors, je vous ai mis le nom du site, c'est http://alim.agriculture.gouv.fr/IFT/bilan IFT. Vous avez ça sur le lien ici.
Donc, ça, c'est un site de consultation libre, bien entendu. Et puis, je voulais aussi vous illustrer de façon concrète, au travers de notre logiciel de gestion des cultures, un résultat d'IFT tel qu'il se présente. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez des IFT herbicides qui sont en jaune et qui sont résumés par culture. Donc, en maïs, l'IFT est environ 2,5. En blé, l'IFT est environ de 3,5, etc., etc. L'IFT herbicide. En vert, vous avez l'IFT hors herbicide, donc les insecticides, les fongicides notamment, que vous retrouvez dans cette catégorie. Et puis, l'IFT d'une culture, c'est bien la somme de l'IFT en jaune herbicide et de l'IFT en vert hors herbicide. Voilà, donc vous avez retracé sur l'année les pratiques que vous avez pu poser. Donc ça, c'est un cas concret. Et puis sur l'année 2021. Et puis, il y a deux autres petits chiffres, enfin deux autres informations qui apparaissent. Vous avez en gris la référence de l'IFT moyen de l'année N-1, en l'occurrence l'année 2020 pour l'exemple que je vous montre ici. Et puis, vous avez l'IFT moyen pour l'année 2021. Et donc, graphiquement, très rapidement, vous pouvez voir que la pratique ici a évolué de l'ordre de 1,5 unités quasiment entre l'année 2020 et l'année 2021. Il y a sûrement des raisons qui expliquent ces éléments, et c'est tout l'intérêt de cet IFT, c'est de se replonger de façon à la fois précise, mais globalisée à l'échelle d'une exploitation et surtout à l'échelle des différentes cultures pour voir ce qui s'est passé. Alors, on peut se comparer entre soi, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière, qu'est-ce que je fais cette année, comment mes IFT évoluent. Et puis, le ministère a chargé les DRAF de faire un certain nombre d'enquêtes sur vos pratiques pour pouvoir tracer déjà l'évolution de l'utilisation des produits phytosanitaires, mais aussi pour proposer des références. Donc là, en l'occurrence, en Normandie, il y a eu 3 enquêtes de fait en 2011, 2014 et 2017 et qui ont permis de donner sur l'ensemble de la Normandie un certain nombre d'indicateurs par culture. Je vous ai repris un certain nombre de cultures et puis vous pouvez voir que les indicateurs sont différents selon que vous êtes en ex-Basse-Normandie ou que vous êtes en ex-Haute-Normandie. Et c'est ce que j'ai pu vous fournir. C'est pour ça qu'il y a 2 lignes par culture. Alors, comme le tableau est un peu chargé, je vous propose de faire un focus plus spécialement sur le blé pour bien illustrer l'intérêt de l'IFT. Vous avez la référence en blé qui est à 1,8 IFT en herbicide et à 3,9 en IFT hors herbicide. Et dans l'élevage dont j'ai pris les données, l'IFT herbicide 2021 est à 3,5 et l'IFT hors herbicide est à 5,8. Donc, le simple fait de pouvoir se comparer avec une référence permet de réfléchir à ce qui s'est passé dans l'année pour analyser les pratiques et de se basculer vers les objectifs que je vous rappellerai un peu plus tard dans la présentation. Alors, voilà pour l'IFT. Donc, c'est un chiffre, l'IFT, c'est un chiffre global qui résume vos pratiques et qui vous permet de vous comparer entre vous, entre groupes d'éleveurs et par rapport à un certain nombre de références. Vous avez aussi une autre notion qui a été pas mal abordée, notamment en 2020, puisqu'elle a été remise au goût du jour, mais elle existe finalement depuis un certain temps. Et ce sont les zones de non-traitement. Donc, les zones de non-traitement, elles sont apparues, vous pouvez les voir quand vous consultez des étiquettes de produits, où vous avez souvent des mentions ZNT aquatique, ZNT arthropode, ZNT plante. Vous allez trouver ça sur l'étiquette, c'est libellé. Et puis, quand éventuellement vous n'avez pas l'étiquette, vous pouvez vous référer sur le site IFI, qui est le site officiel du ministère concernant l'ensemble des produits phytosanitaires. Et qui, par exemple, là, je vous ai mis une copie d'écran de ce que vous pouvez voir comme résumé sur un herbicide dont l'application est bien déterminée sur du désherbage de maïs.
eh bien, ces indications peuvent être donc de 5 mètres, de 20 mètres, de 50 mètres, et parfois même, il y en a très peu, à 100 mètres pour des produits vraiment très dangereux. Donc, ces ZNT, elles ont été mises en place déjà depuis 2006. Et elles ont été mises en place pour éviter que les produits que vous appliquez, vous les retrouviez dans le champ du voisin ou sur la haie qui sépare votre champ d'un cours d'eau, etc. Donc, en fonction, c'est quelque chose qui n'est pas très nouveau, mais par contre, c'est quelque chose qui a été remis au goût du jour en 2020, puisque un certain nombre d'éléments ont été redébattus avec le ministère et dans les régions, notamment concernant les zones de non-traitement pour des motifs riverains. Et si aujourd'hui le dossier est encore en cours de discussion, en cours de construction localement dans les régions pour établir un texte de référence, eh bien, il y a quand même un minimum de choses à respecter sur les distances des riverains, puisque dans la plupart des produits que vous utilisez en grande culture, vous êtes concerné par la distance 5 mètres entre la clôture de la propriété du particulier et votre champ. Donc, les questions qui sont aujourd'hui en suspens, c'est une maison, on voit bien comment on peut la délimiter avec une clôture, mais parfois il y a un chemin d'accès qui serpente le long de la parcelle pour accéder à la maison. Et est-ce que ça, c'est considéré comme une maison, comme la maison encore en plein, ou est-ce que c'est une zone d'agrément peu fréquentée par les habitants, etc. Il y a des zones qui sont prises en compte aussi, notamment des zones dans lesquelles il y a des travaux, par exemple. Et il est mentionné qu'il faut que ces zones-là soient avec un usage régulier, mais il faut encore le définir. Donc, il existe encore quelques éléments à préciser un petit peu pour avoir un texte qui est bien applicable partout. Néanmoins, les 5 mètres restent valides. Et pour les produits les plus dangereux, signalés ici par les 2 pictogrammes avec la tête de mort et puis le buste avec une étoile à l'intérieur, eh bien, c'est plutôt 20 mètres qui sont nécessaires. Alors, les zones de non-traitement, je vous ai dit 5 mètres, 20 mètres, 50 mètres, parfois même 100 mètres. En général, ce qu'il faut quand même retenir sur les zones de non-traitement, c'est qu'elles peuvent être réduites à 5 mètres. Et elles peuvent être réduites à 5 mètres comment? À condition de respecter 3 points. Le premier, c'est de mettre en place un dispositif végétalisé, bien sûr qui ne sera pas traité, mais qui restera permanent, de sorte qu'il joue son rôle de tampon par rapport notamment au cours d'eau pour épurer l'eau qui va s'infiltrer petit à petit vers le cours d'eau. Ensuite, eh bien, il faut utiliser des buses anti-dérive spécifiques. Et vous me poserez peut-être la question, mais il existe des tableaux officiels sur le site de chaque DRAF pour savoir si les buses qui équipent votre pulvérisateur sont bien calibrées anti-dérive dans le cadre spécifique des zones de non-traitement. Et puis, le troisième point, c'est qu'il est nécessaire d'enregistrer les applications de produits phytosanitaires que vous faites dans un registre pour en garder une trace et une mémoire. Alors, concrètement, les conséquences que ça représente, ces ZNT, c'est que dans un premier temps, il est important de localiser vos ZNT sur vos parcelles pour en avoir bien la photographie en tête. Et sont concernés les rivières. Alors là, je vous mets une capture d'écran d'un dessin que l'on peut faire au travers d'un logiciel de gestion des cultures et qui vous permet
d'avoir la présence de la bande enherbée pour les milieux aquatiques à 20 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres. En l'occurrence, ici, cette parcelle possède une bande enherbée qui suit tout le long du cours d'eau et qui fait déjà 5 mètres de large. Donc, la zone aqua 5 mètres est en fait, la bande enherbée. Mais donc, sont concernés les cours d'eau, sont concernés les mares, les points d'eau, et on nous pose souvent la question, quel cours d'eau? Là, la définition, elle est bien établie, c'est des cours d'eau en trait continu ou en trait discontinu, nommés ou non nommés, présents sur les cartes au 1/25 millième, carte de l'IGN, ou sur le site, un site spécifique, donc une base de données spécifique qui s'appelle Carmen, et sur laquelle, localement, vous pouvez consulter le cours d'eau qui passe auprès de chez vous et bien déterminer s'il fait partie des cours d'eau qui entrent dans le cadre de la ZNT. Quand je dis cours d'eau, je pense aussi aux points d'eau, je pense aussi aux fossés, aux plans d'eau, etc. La deuxième conséquence que cela a, je vous l'ai dit, hein, c'est l'enregistrement des produits, de l'application des produits phytosanitaires que vous faites. Cet enregistrement, le mode est libre aujourd'hui. Vous pouvez l'écrire sur un cahier à la main. Il n'y a pas de problème avec ça. Néanmoins, ici, je vous présente deux solutions, l'une avec un logiciel de culture sur ordinateur, qui est la partie haute que vous avez ici, et dans laquelle vous pouvez de façon tout à fait claire spécifier les ZNT, donc bien dire que quand vous faites le traitement, vous n'appliquez pas le traitement sur l'intégralité de la surface, mais bien sur la surface dont on aura déduit la ZNT appliquée au type de produit, donc soit 5 mètres, soit 20 mètres selon les produits, soit 50 mètres. Et ça, c'est très important parce que si vous mettez votre produit sur l'ensemble de la parcelle, si physiquement vous appliquez votre produit bien sur la surface à traiter, mais que dans l'enregistrement, vous oubliez de spécifier la zone de non-traitement et donc d'enlever la surface qui n'a pas été traitée, eh bien, de fait, vous allez augmenter la quantité de produits utilisés sur vos parcelles et peut-être avoir des pratiques qui ne correspondent pas à vos achats de produits ou qui vont ne pas refléter la réalité de ce que vous faites. Et puis, ces éléments-là, eh bien, vous pouvez aussi les saisir en direct sur des applications sur smartphone avec des modes de saisie vraiment très très simples, vraiment bien conçus pour que pendant que le pulvé se remplit d'eau, que vous puissiez assez rapidement, en quelques clics, quelques coups de pouce sur votre écran, spécifier sur quelle parcelle vous allez travailler, quel produit vous allez utiliser, à quelle dose, et vous pouvez également, bien entendu, sans difficulté, pouvoir préciser le type de ZNT que vous allez déduire de la surface totale de la parcelle. Donc voilà, en concret, sur les ZNT, les deux conséquences pratiques qui sont importantes à intégrer aujourd'hui en plus de l'activité d'épandage de produits phytosanitaires. Le troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est le conseil stratégique phytosanitaire. Ici, je vous fais un petit schéma qui n'engage que moi, mais c'est pour traiter une culture, finalement, il faut avoir 3 intervenants autour de vous. Et vous pouvez être l'un de ces 3 intervenants, évidemment. Il vous faut donc un applicateur, qui donc est la personne qui va épandre le produit sur votre parcellaire. Il vous faut un vendeur. Ce vendeur, c'est la personne qui donc vous délivre le produit. Et puis, vous aviez le choix d'avoir ou pas un conseiller qui regarde vos parcelles et en fonction de la pression de maladie ou la pression de mauvaises herbes qu'il voit dans la parcelle, vous indique, vous conseille l'utilisation et le dosage de certains produits. La nouveauté qui est apparue au travers de la loi Egalim 1,
qui date de 2018, c'est que le principe a été acté de séparer l'action de vente de l'action de conseil. Et ça, pour garantir l'objectivité l'objectivité sur le conseil délivré qui vous est délivré. Donc, ça va être l'objet du CSP et chaque intervenant, comme vous pouvez le voir, doit être équipé d'un certificat qui lui permet de faire son action. Certificat appelé certifito, je ne vous l'apprends pas. Alors le conseil, qu'est-ce que c'est? Alors le conseil, en premier lieu, je l'ai abordé tout à l'heure, c'est le conseil qu'on appelle conseil spécifique phytosanitaire qui a la particularité d'être facultatif. Donc c'est le conseiller. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que ce conseil, il doit être fait par une structure agréée, donc avec un certifito, avec en tout cas une structure qui a un agrément pour faire du conseil phyto, strictement, et pas de vente, et qui a un modèle économique qui est indépendant de l'acte de vente de produits phytosanitaires ou qui n'est pas rémunéré par une firme phytopharmaceutique, et donc qui garantit l'objectivité du conseil qui est délivré. Donc ça, c'est le conseil spécifique, c'est, je dirais, au libre choix de tous les éleveurs de faire appel ou non à ce genre de conseil. Et puis, vous avez le conseil stratégique phytosanitaire, donc qui nous occupe sur le point que je voulais vous présenter. Et celui-ci, c'est une nouveauté et il est obligatoire. Il est obligatoire sur un rythme de 2 conseils stratégiques phytosanitaires dans un intervalle de 5 ans, l'intervalle qui correspond à la date de validité de votre certifito. Et donc, ces 2 audits doivent être réalisés avec un intervalle de temps entre les deux qui est compris entre 2 et 3 ans. Donc, le CSP, une démarche obligatoire, et le point complémentaire que je voulais porter aussi à la connaissance du plus grand nombre, c'est que le premier CSP doit avoir lieu avant le 31 décembre 2023. Et le 31 décembre 2023, ça va venir très très vite. Ça va venir très très vite. On va dire dans 18 mois, il faut que chaque détenteur d'un certifito décideur en tout cas, donc chaque éleveur de Normandie qui possède un certifito aujourd'hui, pour son renouvellement, devra avoir fait au moins un CSP avant le 31 décembre 2023. Et à l'issue du CSP, on ne demandera pas, pour le renouvellement du certifito, on ne demandera pas la copie du CSP, mais simplement l'attestation de la réalisation de l'audit, de sorte que, donc à partir du 1er janvier 2024, pour tous les éleveurs ou tous les agriculteurs qui auront à renouveler leur certifito, il faudra qu'ils amènent cette fameuse attestation de réalisation. Alors, donc juste un dernier point sur les attestations de réalisation. Le temps que la démarche se mette en place, il va falloir avoir déjà un premier CSP, un premier certificat de réalisation du CSP pour les 2 prochaines années. Puis à partir de 2026, il faudra 2 attestations pour valider et renouveler le certificat. Alors un CSP, qu'est-ce que c'est? Un CSP, c'est une démarche de conseil classique qui part d'un constat de situation, on va appeler un diagnostic, et qui va aller vers un plan d'action pour diminuer l'usage des produits phytosanitaires. Dans le diagnostic, ça va être le reflet de vos pratiques, et vos pratiques, elles sont conditionnées par votre structure, votre organisation, mais aussi les contextes réglementaires particuliers, si vous avez signé une MAEC, si vous êtes dans une zone de périmètre de captage, etc., si vous avez des particularités réglementaires. Et puis, en fonction de votre historique culturel, vous avez aussi un certain nombre de pressions de maladies ou de pressions de mauvaises herbes qui peuvent être différentes. Donc, tout ça, c'est
contextuée. Et dans le diagnostic, on va aussi revenir au premier point que je vous ai présenté, qui est le calcul de l'IFT, puisque c'est le reflet de votre pratique de l'année N, qui sera l'année de référence. Et puis, donc ça, ce sera avec les comparaisons, avec les références locales que je vous ai déjà évoquées, eh bien, vous aurez un état des lieux, une photographie de votre pratique du moment. Et puis, à partir de ce diagnostic, il sera possible, enfin, il sera mis en œuvre, pas mis en œuvre, mais déterminer un plan d'action. Vous déterminerez avec votre conseiller un plan d'action. Et ce plan d'action, il va être un petit peu plus fin que simplement lister des leviers, mais il va être sur choisir quelques leviers, bien déterminer concrètement comment ils vont être mis en œuvre et faire une petite simulation sur les IFT pour voir dans quelle mesure les pratiques que vous avez choisies vont vous permettre de réduire les IFT, ou en tout cas de réduire votre consommation de produits phytosanitaires. Et ça, donc, c'est ces deux éléments-là concomitants qui feront le CSP dans sa globalité, qui vous permettront d'avoir l'attestation de réalisation du CSP. Alors, pour terminer, je voulais passer en revue, ou en tout cas rapidement, et avoir quelque chose de concret, parce que travailler, faire de la réglementation, enregistrer des pratiques, etc., c'est particulier, on le sait bien, mais c'est aussi quelque chose qui va être concret, puisque quand on regarde les leviers qui sont possibles à actionner, eh bien ça, c'est de la technique. Ça, c'est ce que vous faites au quotidien dans vos exploitations. Et l'objectif de la France qui a été rappelé en 2020, qui était de diminuer, l'objectif de la France est de réduire l'usage des produits phytosanitaires de 50% en 2025, par rapport à un point de départ qui se situe en 2017 ou en 2018. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà une réduction de l'usage des produits phytosanitaires qui est sensible, puisqu'on parle aujourd'hui d'une quinzaine de pourcents de réduction de consommation des produits phyto en agriculture. Donc la démarche est déjà en route et il en reste encore un petit peu à faire. Donc l'idée de citer quelques leviers, c'est pas d'en faire un portrait à longue, et de détailler tous les leviers d'action, parce que il faut en passer par une étape individuelle. Le choix des leviers repose sur vos choix personnels, votre structure, vos contextes, vos matériels disponibles, vos projets aussi en matière de système fourrager, en matière d'assolement, etc. Donc là, l'idée, c'est de se dire que quand on travaille sur les phytos, on travaille sur de la technique. Quand on parle de réduction des IFT, on pense souvent désherbage mécanique. Mais il n'y a pas que ça. Donc là, l'idée, effectivement, c'est d'intégrer des actions mécaniques, désherbage mécanique, mais aussi pratique du faux semis, par exemple. Ça va être développer l'usage des biocontrôles. Les biocontrôles, c'est quoi? Eh bien, c'est le recours à des insectes qui vont piquer les larves d'autres insectes pour empêcher les adultes de se développer. C'est l'usage de phéromones pour piéger des insectes aussi, pour les empêcher d'aller pondre, etc., etc. La liste est très longue. Mais c'est aussi, quand on pense réduction des produits phyto, c'est aussi de s'interroger sur les bonnes conditions de mise en œuvre et les conditions d'application. Et effectivement, on a pour chaque produit phytosanitaire ou chaque famille de produits phytosanitaires, il y a des conditions d'hygrométrie, de température, de vitesse du vent, de pluviométrie à venir ou passer, qui sont importantes à prendre en compte pour augmenter l'efficacité des produits que vous appliquez. Réduire les phytos, c'est aussi pour repenser un peu son itinéraire technique, à la fois sur la culture, et vous pouvez repenser depuis le début, c'est-à-dire comment sont gérés les résidus de la culture précédente, comment sont gérés les résidus de la dérobée,
à quelle date je vais semer, qu'est-ce que je vais semer, est-ce que je fais des mélanges de variétés, comment je m'organise, à quelle date je réalise ces éléments-là, la densité, etc. Et tout ça, ce sont déjà des leviers qui permettent de réduire les doses de produits phytosanitaires utilisés. Et bien, c'est aussi l'occasion de repenser à ces rotations. On sait que des rotations courtes vont plutôt favoriser tel type et tel type de mauvaises herbes ou de parasites ou de problèmes fongiques. Eh bien, peut-être qu'il faut savoir reconsidérer ces rotations pour augmenter un petit peu la durée des rotations, intégrer des cultures qui vont permettre de couper les cycles parasitaires ou les cycles de mauvaises herbes et de ce fait-là, diminuer la pression. Et en diminuant la pression, vous allez diminuer l'usage des produits phytosanitaires. Et puis, c'est aussi le travail que vous faites déjà régulièrement d'observer vos cultures. Ça, vous pouvez les observer pour vous. Et puis, plus vos observations sont fréquentes, plus vous êtes en capacité de réagir vite. Et on sait que petit salissement, petite dose, salissement avec des plantes qui sont déjà très développées, nécessite des doses de produits plus importantes. Voilà, l'observation, l'anticipation, la réactivité. Et en fait, la réactivité, elle peut aussi se cumuler. Il y a quelques OAD aujourd'hui qui existent, à la fois pour cerner les critères et anticiper les moments de traitement, mais aussi pour partager et mutualiser de l'information entre vous. J'ai observé sur ma parcelle une attaque de pucerons, ça va intéresser les voisins qui ont des parcelles proches des vôtres et qui vont pouvoir bénéficier de votre observation et vice-versa. Donc, voilà un peu tous les leviers, toutes les familles de leviers, en tout cas, qui permettent d'avoir des actions sensibles vers la réduction de produits phytosanitaires dans votre exploitation, avec un objectif global, collectif, de réduction de 50% en 2025. Donc, je voulais juste terminer sur le fait de vous dire que à Littoral Normand, on vous accompagne déjà au travers de vos déclarations PAC, de vos déclarations, de la gestion de la fertilisation de vos cultures via les PPF et le service FertiPlus. On vous accompagne aussi sur la construction ou l'évolution de vos systèmes fourragers. On vous accompagne sur l'approche carbone. On vous accompagne également sur des approches technico-économiques. Et le fait de travailler sur les phytos, c'est la continuité et ça a du sens dans le métier que nous exerçons à Littoral Normand. Et c'est pour ça que dès demain, nous serons aussi à vos côtés pour vous accompagner sur les usages de produits phytosanitaires et toute la déclinaison administrative et technique qui va avec. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne après-midi et puis je suis à l'écoute de vos questions. Et à toi, Benoît. Merci Olivier pour cet éclairage de cette nouvelle réglementation. Avec plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le replay via le lien que vous allez recevoir ou via la chaîne YouTube Littoral Normand d'ici la fin de journée. Olivier, quelques questions? D'accord. Alors, est-ce que le fractionnement de dose influe les IFT? Ah, alors, oui, ça c'est une bonne question. Donc, un IFT, c'est bien la comparaison d'une dose appliquée par rapport à une dose de référence. Donc, donc le fractionnement n'intervient pas. Si vous utilisez un produit, le même produit 3 fois et que vous avez une dose de référence qui est à 2 litres, puisque c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, et que vous mettez 0,20, 0,20 et 0,10, eh bien, vous aurez une application de 0,5 litres au cumul sur 2 litres, et ça vous fera donc un IFT de 0,25. Donc, le fractionnement n'a pas d'impact sur la hauteur ou le niveau de l'IFT. Très bien, merci Olivier. Deuxième question, est-ce qu'il y a un lien entre le CSP1 et le CSP2? Ah oui, oui, ça c'est des questions que j'ai déjà eues, effectivement. Effectivement, à l'issue du premier CSP que vous allez réaliser, vous allez faire un choix de levier et ce choix de
leviers. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de mettre en œuvre ces leviers, qu'on soit bien d'accord. Par contre, il est clair que dans le cadre du CSP2, on regardera par rapport au CSP1, au choix de levier, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, il y aura effectivement un lien un peu pour augmenter la pertinence du conseil, en fait, finalement. Mais sauf que là, ce sera un peu plus formalisé. Puis ça tombe bien parce que les deux CSP vont être séparés de 2 à 3 ans. Donc, du coup, ça permettra de garder la mémoire quand même de ce qu'on avait pensé mettre en œuvre, ce que vous aviez pensé mettre en œuvre, et puis ce que vous avez pu faire, et puis les résultats que ça a eu, et la suite des opérations. Est-ce qu'il faut continuer dans ce sens-là, ou travailler avec de nouveaux leviers, et reconsidérer un petit peu les choix techniques du premier CSP. Super, merci Olivier. Une dernière question, il me semble. Est-ce que les éleveurs en bio doivent faire un CSP? Très bonne question. Ah oui, alors effectivement, je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais les éleveurs qui sont en bio ou engagés en HVE, et là on parle souvent de niveau 3, mais c'est le niveau HVE de fait, donc agriculture à haute valeur environnementale, eh bien ces éleveurs sont de fait dispensés de CSP dans le cadre du renouvellement de leurs certificats. Par contre, malgré tout, ils doivent quand même renouveler leurs certificats. Très bien, Olivier. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir plus, abonnez-vous sur notre site. Vous lâchez un petit pouce bleu. À bientôt.